Bonjour les élèves. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder plus précisément les exercices 2, 3 et 5 du TD 24 qui porte sur le deuxième principe de la thermodynamique. Pour les autres exercices, les exercices 1 et 5, vous avez le corrigé qui vous a été envoyé par mail. Je décide de mettre l'accent sur ces exercices-là parce que l'exercice 2 est un classique parce qu'il fait intervenir un cycle. L'exercice 3 est intéressant car il fait utiliser un travail autre que le travail des forces de pression extérieures, qui est le travail électrique, qui est un travail électrique. Et l'exercice 5, quant à lui, est intéressant parce qu'il fait intervenir une transition de phase. Alors, allons-y avec l'exercice 2. Donc, dans l'exercice 2, on fait subir un cycle à un gaz parfait. On nous donne gamma, le rapport Cp sur Cv qui est égal à 1,4. Et on va nous donner des caractéristiques des différentes transformations. Donc, on dit que AB est une transformation qui est isentropique. La transformation BC, elle est isotherme et réversible. Et la transformation CA, elle est isochore et monotherme. Et elle s'effectue à la température extérieure, donc constante, puisqu'elle est monotherme, qui vaut TA. On donne les valeurs de la pression A, du volume en A, de la température en A, de la température en B. Ok. À la première question, on nous demande de calculer PB, VB et PC. Et la deuxième question, on nous demande de calculer des variations d'entropie sur des transformations, donc sur la transformation BC, sur la transformation CA, ainsi que l'entropie créée au cours de la transformation CA. Ok. Alors, quand vous avez un exercice de ce type-là, la première chose à faire avant de se lancer dans le calcul, c'est de commencer à s'approprier l'exercice. Et pour ça, il faut commencer à extraire un maximum d'informations de l'énoncé. Il faut en quelque sorte essorer l'énoncé de tout ce qu'il contient. Alors, le fait que AB soit isentropique, donc ça signifie qu'il n'y a pas de variation d'entropie entre l'état A et l'état B. Et par exemple, cette transformation AB, puisqu'elle est isentropique, on va pouvoir utiliser les lois de Laplace, parce qu'on a aussi un gaz parfait. BC, le fait qu'elle soit isotherme et réversible. Donc le fait qu'elle soit isotherme, ça implique que la température en B est la même qu'en C. Puisqu'on a la température en B, on peut aussi affirmer que la température en C vaut également 300 Kelvin. Et enfin, la transformation CA étant isochore, on a le volume en C qui est le même qu'en A, ce qu'on voit bien ici. Et puisque le volume en A est connu, on peut aussi affirmer que le volume en C, il vaut également 500 cm3. Alors, première question, on nous demande de calculer PB et VB. Puisque AB est isentropique et qu'on connaît tous les paramètres dans l'état A, ben vous voyez que pour déterminer PB et VB, on va pouvoir utiliser les lois de Laplace. Ensuite, pour déterminer la pression en C, là on pourra très certainement utiliser le fait que BC est isotherme. Ça nous conduira certainement à la solution. Et ensuite, dans la deuxième question, pour calculer les variations d'entropie, bien là, puisqu'on a affaire à un gaz parfait, on pourra exploiter les expressions de la variation d'entropie pour un gaz parfait. Et ça, ce sont les formules, je vous rappelle, que vous n'avez pas à connaître et qui sont dans le cours. Ok, allons-y après cette première phase d'appropriation. Donc moi, je vous conseille toujours de refaire un schéma. Il me semble que ça correspond à une petite perte de temps, entre guillemets, au début, mais que vous récupérez par la suite. Donc première question, dans l'état B, la température en B est connue. Et puisque AB correspond à une transformation isentropique d'un gaz parfait, on peut utiliser les lois de Laplace. Si on cherche PB et que TB est connu, ben, je vais exploiter la loi de Laplace qui couple la pression et la température. Donc j'exprime comme ceci, PA 1 moins gamma TA gamma est égal à PB 1 moins gamma TB gamma. Alors là, j'ai tout détaillé à l'extrême, donc je commence par isoler PB à la puissance 1 moins gamma.
et ensuite je m'occupe de neutraliser cet exposant 1 moins gamma. Mais pour neutraliser cet exposant 1 moins gamma, il faut que j'applique à tout ceci l'exposant 1 sur 1 moins gamma. Et bien sûr, quand j'ai une égalité, pour conserver cette égalité, il faut qu'à chacun des membres de l'égalité, j'applique la même opération. Par conséquent, j'applique à toute cette égalité, c'est-à-dire aux membres de gauche comme aux membres de droite, la puissance 1 sur 1 moins gamma. Donc bien sûr, à gauche, j'ai PB, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette puissance-là de 1 sur 1 moins gamma. Et à droite, je vais avoir TA sur TB, puissance gamma sur 1 moins gamma, fois PA. On vérifie que c'est bien homogène, parce que ici, la dimension des températures vont se simplifier, et il va bien rester la dimension d'une pression. Quand vous faites ce calcul-là, donc toujours d'abord l'expression littérale, essayez de bien mettre en forme au maximum pour avoir une expression littérale qui soit bien claire. Une remarque sur les unités, ici on voit qu'on peut laisser la pression A en bar et ça nous donnera directement la pression B en bar. Attention en revanche dans l'application numérique sur la température, il faut impérativement que la température soit exprimée en Kelvin. Là, il n'y a pas le choix. On fait l'application numérique, on trouve une pression en B de 47 bars, qui est une valeur supérieure à PA, ce qui est bien en accord avec le graphique. Ensuite, pour l'obtention du volume en B, je vais également utiliser la loi de Laplace, mais cette fois-ci, la loi qui va coupler la température et le volume. Donc je pars de TAVA gamma moins 1 est égal à TBVB gamma moins 1. Une remarque, la loi PV gamma égale à constante aurait convenu aussi, puisque avec ce qu'on a fait ici, on a aussi la pression en B. Donc je commence par isoler VB à la puissance gamma moins 1, et dans un second temps, je vais neutraliser cette puissance gamma moins 1. Donc ça donne VB est égal à VA, facteur de TA sur TB, le tout à la puissance 1 sur gamma moins 1. On vérifie que c'est bien homogène. Et ici, au niveau des unités, je peux laisser VA en centimètres cubes, ça va me donner VB également en centimètres cubes. On fait l'application numérique et on trouve un volume en B de 32,1 cm3, ce qui est une valeur inférieure à la valeur de VA et ce qui est bien cohérent. D'après le graphique, on a bien un volume en B qui va être inférieur au volume en A. Pour trouver PC, là c'est un petit peu plus délicat. La clé, c'est d'utiliser la loi des gaz parfaits. Alors je vous propose la méthode la plus rapide que je connaisse, c'est d'écrire que puisque la transformation BC est isotherme, alors on va avoir PBVB qui est égal à PC fois VC. En effet, pourquoi est-ce qu'on a ceci? Puisque la transformation BC est isotherme, puisqu'elle est isotherme, on peut écrire que PBVB est égal à nRT, et ce T c'est égal à TB, et PCVC, c'est également à c'est égal pardon, à NRTC, et TC est égal à PB. Donc on voit que le produit PV a la même valeur dans l'état B et dans l'état C. Par conséquent, on a la pression en C qui va être égale à PB fois VB sur VC. On vérifie là aussi que c'est bien homogène. Et on peut passer à l'application numérique avec, vous voyez, la possibilité de laisser les volumes en centimètres cubes, la pression B en bar, ce qui nous donnera une pression dans l'état C également en bar. Et on trouve 3 bars, ce qui est une valeur numérique comprise entre PA et PB. Et ça également, c'est bien en accord avec le graphique. Dans la deuxième question, donc la première chose qu'on va déterminer, c'est la variation d'entropie pour la transformation BC. Alors là, en fait, il suffit de regarder tous les paramètres, toutes les valeurs des paramètres qu'on a dans l'état B et dans l'état C, et de choisir l'expression de la variation d'entropie pour un gaz parfait, qui va nous permettre de calculer cette variation d'entropie. Alors là, je choisis le couple de variables P et V, et
d'après le cours, on a cette expression-là pour la variation d'entropie pour un gaz parfait. CV, c'est égal à NR sur gamma moins 1, CP est égal à NR gamma sur gamma moins 1. Donc ça me donne cette expression-là que j'encadre parce que là, j'ai tout pour faire l'application numérique. Il n'y a pas de problème particulier dans l'application numérique et on trouve 1,4 joules par Kelvin. Au préalable, j'ai obtenu N à partir de la loi des gaz parfaits dans l'état A. Donc je donne N, ça me donne PAVA sur RTA. Et l'application numérique me donne 6,0 fois 10 puissance moins 2 mol à deux chiffres significatifs. Ok, deuxième chose qui m'est demandée dans la question, c'est de calculer la variation d'entropie pour la transformation CA. Là, je vais choisir aussi les variables P et V. J'utilise l'expression du cours et voyez l'intérêt de choisir les variables ici. PV, c'est que VA étant égal à VC, puisque la transformation AC, enfin plutôt CA est isocore. Ici, je vais avoir ln de 1, donc 0, ce qui va tuer tout ce terme-là. Par conséquent, la variation d'entropie pour la transformation CA s'exprime sous cette forme-là. Et l'application numérique va me donner la valeur opposée que celle qu'on a trouvée pour la variation d'entropie pour la transformation BC. On trouve moins 1,4 joules par Kelvin. Alors, une remarque, ce résultat aurait pu être trouvé en utilisant le fait que sur un cycle, la variation d'entropie vaut 0. Parce que puisque l'entropie est une fonction d'état, alors delta S sur un cycle, c'est S final moins S initial, et sur un cycle, les états initial et final sont les mêmes. Donc ça aurait donné par exemple pour delta S, SA moins SA, donc ça donne bien 0. En utilisant le fait que l'entropie est une fonction extensive, cette fois-ci, bah, delta S sur un cycle, ça va être le delta S de toutes les transformations qu'on va avoir sur le cycle. Donc on passe d'abord de A à B, puis de B à C, puis enfin de C pour revenir à A. Donc tout ceci, c'est delta S décomposé. Donc ce delta S vaut 0, puisque la transformation AB est isentropique, bah, par définition, ça veut dire que l'entropie reste la même, donc la variation d'entropie est nulle. Donc ce terme-là est égal à 0. Et il nous reste bien bah, la variation d'entropie pour la transformation CA, qui va être égale à l'opposé de la variation d'entropie pour la transformation BC, ce qui est bien en accord avec nos résultats. Et au passage, vous voyez que c'est une méthode plus rapide. Enfin, dernière partie de la question, il nous est demandé de déterminer l'entropie créée autour de la transformation CA. Alors là, c'est intéressant parce qu'on va coupler le second, enfin le deuxième et le premier principe. Donc je commence par exprimer le deuxième principe pour cette transformation CA. Par définition du deuxième principe, enfin d'après l'énoncé du deuxième principe, eh bien l'entropie créée sur la transformation CA, ça va être égal à la variation d'entropie sur cette transformation, moins l'entropie échangée sur cette transformation. On sait que l'entropie qui va être échangée, c'est égal au transfert thermique divisé par la température du thermostat. Et ici, il y a un seul thermostat, d'après l'énoncé, dont la température vaut TA. Quand on a ça, ben on voit que ce terme-là, le transfert thermique, on peut le déterminer à partir du premier principe. Donc on développe, on exprime que QCA, c'est égal à delta U. Alors ce delta U, c'est sur CA, donc à la variation d'énergie interne sur la transformation CA, moins le travail sur cette transformation CA. On sait que cette transformation elle est isocore. Par exemple, par conséquent, pardon, le travail des forces de pression va être égal à 0. Il va nous rester delta U, et on sait que pour un gaz parfait, la variation d'énergie interne s'écrit comme étant égal à CV facteur de delta T. Donc ça va donner CV facteur de la température finale, c'est-à-dire à la fin de la transformation, donc ici TA, moins la température au début de cette transformation considérée, donc c'est la température en C. Finalement, ben, l'entropie créée au cours de cette transformation CA s'exprime de la manière suivante. Donc ça, ceci c'est le delta S, et ceci c'est le terme d'échange. On fait l'application numérique et on va trouver
un terme de création d'entropie qui vaut 1,1 joule par Kelvin. Le terme de création d'entropie, il y a que 2 possibilités, soit il est nul, soit il est strictement positif. Alors en fait, il y a un troisième cas, s'il est strictement négatif, c'est qu'on traite une transformation qui est impossible, en tout cas qui est, que ne permet pas le 2e principe et jusqu'à présent, le 2e principe n'a pas été violé, donc ça veut dire que si vous trouvez un terme de création d'entropie qui est strictement négatif, ça veut dire que la transformation qu'on étudie ne peut se dérouler dans la nature. Donc puisqu'ici on a un terme de création d'entropie qui est strictement positif, ce que ça signifie, c'est que cette transformation CA est irréversible. Alors ici j'apporte un commentaire mais qui n'est pas, demandé par l'énoncé. On peut toujours se poser la question: «Est-ce que c'est cohérent ou pas?» Même si l'énoncé ne nous pose pas la question. Eh bien ceci est bien cohérent parce qu'au cours de cette transformation, il y a, un déséquilibre thermique. Parce qu'on dit que la transformation, Ca, c'est une transformation donc isochore et monotherme, c'est-à-dire qu'au cours de cette transformation, le gaz parfait va être en contact avec une température extérieure Ta, alors que lui-même, le gaz parfait, n'est pas à la température extérieure Ta. Il va finir par l'être, mais au cours de la transformation, il ne l'est pas encore. Donc ça veut dire qu'il y a un déséquilibre thermique entre l'extérieur et le système. Et quand il y a un déséquilibre thermique, ben on sait que ça conduit à des transformations qui sont irréversibles. Donc c'est bien cohérent. OK. Hem, bon, pas de remarques, particulières sur cet exercice. Ensuite, exercice 3 qui porte sur l'effet Joule. Alors dans cet exercice, on a une résistance, donc un conducteur ohmique dont on nous donne la valeur de la résistance, qui va être parcouru par un courant d'intensité I qui vaut 10 ampères. Et cette résistance, on la plonge dans une masse d'eau qui vaut 500 grammes. Donc là, c'est sous-entendu que c'est une masse d'eau, liquide. Ça, c'est parce qu'on nous dit que c'est plongé pendant un intervalle de temps de 30 secondes. Le système qui est considéré, c'est la réunion de l'eau et du conducteur ohmique. On nous donne la masse de la résistance, 200 grammes, la capacité thermique du conducteur et la capacité thermique massique de l'eau liquide. OK. Avant même de commencer à lire, les questions de cet exercice, on peut essayer de comprendre ce qui va se passer. On sait qu'il va se produire l'effet Joule, c'est-à-dire que, du fait de la circulation du courant dans le conducteur ohmique, ce conducteur ohmique va s'échauffer et donc là, ce qui va se passer, c'est, qu'on va avoir un échauffement de l'eau, de par le fait qu'on va avoir un travail électrique. Première question, la température de l'ensemble est maintenue constante à une température de 290 Kelvin par contact avec un thermostat. On demande de calculer la variation d'entropie ainsi que l'entropie créée. Et B, quelle est la cause physique d'irréversibilité? Ok, donc la cause physique d'irréversibilité, on sait que ça va être l'effet Joule, parce qu'on sait d'après le cours que l'effet Joule est une cause d'irréversibilité. Et là, pour calculer la variation d'entropie du système, euh, le système, il est constitué par la réunion de 2 phases condensées. Donc là, on va utiliser l'expression qu'on a vue dans le cours qui permet de calculer la variation d'entropie pour une phase condensée. OK. Question 2. Maintenant, on dit qu'on part de la température de 290 Kelvin et que ce système, il est plongé dans un calorimètre, OK, dont la capacité calorifique est négligeable. Question A. Calculer la température finale du système au bout de la même durée. Et B. Calculer la variation d'entropie ainsi que l'entropie créée. Donc question 2A. Pour calculer la température finale du système au bout de la même durée, là on va exploiter la conservation de l'énergie. Donc ça veut dire qu'il faudra certainement utiliser le premier principe pour déterminer cette température finale. Et la question 2B, pour calculer la variation d'entropie, bon ben là on exploitera le deuxième principe et on exploitera le fait que pour calculer delta S,
On pourra le déterminer en utilisant l'expression de la variation d'entropie pour une phase condensée. Ok, bon, ce repérage étant fait, on peut passer maintenant au traitement précis. Donc comme toujours, moi c'est mes lubies, on schématise la situation pour bien se l'approprier. Ok, pas de remarque particulière. Alors, dans la première question, on te demande de calculer la variation d'entropie du système, donc constitué par la réunion du conducteur ohmique et de l'eau. L'entropie étant une fonction extensive, eh bien j'ai la variation d'entropie du système qui va être égale à la variation d'entropie de l'eau, des 500 grammes d'eau, plus la variation d'entropie du conducteur. Puisque l'eau et le conducteur sont des phases condensées, alors on sait que pour une phase condensée, le delta S il est égal à m fois petit c, la capacité thermique massique de la phase condensée, fois Ln de température finale sur température initiale. Par conséquent, ça me donne ceci, donc ici c'est le delta S pour l'eau liquide, ici c'est le delta S pour le conducteur. Et puisque l'ensemble est thermostaté, eh bien on a la température initiale et la température finale qui sont, pour le conducteur ohmique comme pour l'eau, égales à T0, température du thermostat. Par conséquent, on voit qu'on n'a pas de variation d'entropie. Ensuite, toujours dans cette question 1A, on me demande de déterminer l'entropie créée. D'après le deuxième principe, l'entropie créée, c'est égal à la variation d'entropie moins le terme d'échange. Ici, delta S étant égal à 0, il nous reste moins SE. Et on sait que le terme d'échange, c'est égal à Q sur T0. C'est délicat à partir d'ici. En fait, là, ce qui va être délicat, ça va être la détermination du transfert thermique. Et pour déterminer le transfert thermique, comme dans l'exercice précédent, on va utiliser le premier principe. Alors, intuitivement, c'est ce que je disais dans la phase d'appropriation de l'exercice, le transfert thermique, il va provenir de l'effet Joule. Donc, on va déterminer ce transfert thermique à l'aide du premier principe. Et dans ce premier principe, on va faire apparaître, là pour la première fois, un travail électrique. Donc, je pars de l'écriture du premier principe, delta U est égal à W plus Q. J'isole ce qui m'intéresse, Q est égal à delta U moins W. Donc, j'ai besoin de déterminer delta U et W. Delta U, ça va être égal à la variation d'énergie interne pour le liquide, plus la variation d'énergie interne pour le conducteur. Et je somme ces deux choses parce que je somme ces deux termes parce que l'énergie interne est une fonction qui est extensive. Et j'ai ces expressions-là qui correspondent aux variations d'énergie interne pour des phases condensées. Ici, c'est comme pour la détermination de delta S, puisque tout ceci est thermostaté, puisque le système est thermostaté, on a delta T est égal à 0, autrement dit, on n'a pas de variation d'énergie interne pour notre système. Par conséquent, ici, on a Q qui est égal à moins oméga, c'est-à-dire que tout ce qui va être récupéré par un travail électrique va être perdu sous forme de transfert thermique. C'est la conservation de l'énergie. Donc W, c'est le travail électrique que le système va recevoir du fait de l'effet Joule. Et puisque le système va le recevoir, c'est nous qui posons, parce qu'on comprend ce qui se passe, le fait que W est strictement positif, d'après les conventions de la thermodynamique. Puisque W est un travail et qu'un travail est homogène à une énergie, on peut écrire que W, c'est une énergie électrique. C'est l'énergie électrique que le système va recevoir du fait de l'effet Joule. Et nous, on sait que l'énergie, c'est égal au produit d'une puissance, donc ici de la puissance électrique, fois la durée pendant laquelle le système électrique va fonctionner. Par conséquent, on a W qui va être égal au produit donc de la puissance électrique fois delta T. On sait que la puissance électrique, c'est U fois I. Donc finalement, il nous reste U fois I fois delta T. On utilise le fait qu'on a un conducteur ohmique, donc qui vérifie la loi d'Ohm. Et en remplaçant U est égal à RI là-dedans, on a l'expression du travail électrique qui vaut RI carré delta T. Ceci donne, d'après le premier principe, Q est égal à moins RI carré delta T. Donc on a bien un transfert thermique qui est négatif, ça veut dire que le système va
perdre de la chaleur, parce qu'en fait, toute la chaleur qu'il va recevoir par effet Joule, bah, toute cette chaleur, il va la céder au thermostat. OK, bah, vous voyez, une fois qu'on a ça, j'ai l'expression de Q, du transfert thermique, que je vais injecter là-dedans, ce qui va me donner l'expression littérale de l'entropie créée. Ce qui me donne ceci. Donc les moins vont se neutraliser et on va avoir une entropie créée, strictement positive, qui vaut 207 joules par Kelvin. Alors le fait que l'entropie créée soit strictement positive, ça implique que la transformation elle est irréversible, dont la cause est bien sûr l'effet Joule. Ok. Deuxième question. Donc là, la situation est différente parce que vous imaginez qu'on prend tout ceci et qu'on le met dans un qu'on le met dans une enceinte qui est calorifugée. Euh, ok. Première question, question A, on nous demande de calculer la température finale du système au bout de la même durée, c'est-à-dire une durée de 30 secondes. Là, la clé, elle est fournie par le premier principe. Donc on a toujours le travail électrique reçu par le système qui vaut W est égal à RI carré delta T. Tout ce qu'on a fait précédemment est encore valable. Une parenthèse, tant que j'y suis, ça je crois que je vous l'ai jamais dit, faites attention aux notations. C'est grand T pour la température thermodynamique en Kelvin et petit t pour un instant. Donc W, le travail électrique, c'est RI carré delta T. On applique le premier principe, donc delta U est égal à W plus Q. Ici, le système est dans un calorimètre, donc il n'y a pas de transfert thermique avec l'extérieur en supposant le calorimètre idéal, donc Q est égal à 0. Et par ailleurs, on a montré que delta U précédemment, c'était la somme des variations d'énergie interne pour l'eau liquide, pour le conducteur, et on a ces expressions, je le répète, parce on a des phases condensées. Par conséquent, le premier principe eh bien, va s'écrire comme ceci. Ici, je mets TF moins T0 en facteur de ceci. J'isole TF. Alors là, soit vous le faites directement, soit vous avez besoin d'une ou deux lignes supplémentaires. Prenez le temps de faire les choses en, en maîtrise, et ça nous donne cette expression-là, donc TF est égal à T0 plus RI carré delta T sur MC fois la capacité thermique massique du conducteur plus la masse d'eau fois la capacité thermique massique de l'eau. Faites attention ici aux unités, toujours la vigilance sur les unités, parce que parfois c'est des kilojoules par Kelvin par kilogramme, ça peut être des kilojoules par Kelvin par gramme. Bon, il y a tout un, tout un tas de possibilités sur lesquelles on peut penser qu'il peut y avoir des pièges volontairement posés dans les énoncés. Donc voilà, vous le savez, donc soyez vigilants vis-à-vis de ça et vérifiez bien que les unités vont bien se neutraliser. Donc ici, en fait, c'est très simple. Je vais laisser les masses en grammes, puisque la capacité thermique massique est exprimée en par gramme. Une fois qu'on a ceci, et qu'on a dit ceci, il y a pas plus de difficulté dans l'application numérique, et on trouve une température finale de 318 Kelvin. On peut se poser la question, est-ce que c'est cohérent? On est parti d'une température de 290 Kelvin, et du fait de l'effet Joule, on a eu un échauffement qui a fait augmenter la température jusqu'à une valeur de 318 Kelvin, donc ça semble cohérent. Enfin, dans la dernière question, l'énoncé nous demande de calculer la variation d'entropie du système ainsi que l'entropie créée. Ok. Donc pour déterminer la variation d'entropie du système, ici, comme tout à l'heure, dans la question 1A, ça, c'est la variation d'entropie pour une phase condensée. Comme on a deux phases condensées, on somme, puisque l'entropie est une fonction extensive. Je mets en forme, donc je mets ln de Tf sur T0 en facteur du reste. On fait l'application numérique et on trouve une variation d'entropie ici qui vaut 200 joules par Kelvin. L'énoncé me demande de déterminer l'entropie créée. Pour ceci, vous voyez, c'est toujours la même méthode. On calcule d'abord delta S et ensuite on va isoler SC et on va déterminer au passage SE.
Donc SC, c'est égal, d'après le deuxième principe, à delta S moins le terme d'échange d'entropie. Le terme d'échange d'entropie, c'est égal à Q sur T. Alors ici, on a un seul thermostat et en fait, il y a même pas de contact en quelque sorte de vision de ce thermostat, puisque tout se passe dans un calorimètre, donc Q est égal à zéro. Donc SE est égal à zéro parce que Q est égal à zéro. Par conséquent, l'entropie créée est assimilable à la variation d'entropie, qui est égale à 200 joules par Kelvin. On a une entropie créée qui est strictement positive, comme on pouvait s'y attendre, parce qu'on sait que lorsque se produit le phénomène d'effet Joule, alors on a une transformation qui va être irréversible. Donc à retenir de cet exercice, le fait qu'un travail peut être un travail électrique et c'est pas seulement le travail des forces de pression qui peut intervenir, même si c'est celui qui est, très majoritairement, présent. C'est pour ça que j'ai mis 3 étoiles à cet exercice. Et enfin, dernière situation à laquelle, voilà, je voulais vous préparer, c'était le cas d'un changement d'état. Donc on s'intéresse à la détermination d'une entropie et du coup d'une entropie, créée lors d'un phénomène qui met en jeu un changement d'état. Alors l'exercice 5 porte sur, la surfusion de l'eau. Alors on considère une masse donc de 20 grammes d'eau liquide, donc refroidie très lentement à la température de 261 Kelvin, ce qui correspond à une température de -12 °C. Là, j'en profite pour faire une remarque sur les notations. Alors ça, c'est pas une obligation, mais c'est un usage. Donc il est courant d'exprimer une température, de noter une température, exprimée en Kelvin grand T, et cette même température, lorsqu'elle est, exprimée en degrés Celsius, on va la noter par un θ. Donc θ pour les températures qui s'expriment en degrés Celsius et grand T pour les températures qui s'expriment en Kelvin. C'est pas une obligation. OK, donc une masse, donc 20 grammes, d'eau liquide a été refroidie très lentement à la température de -12 °C. OK, donc vous voyez, en fait, ça c'est choquant parce qu'on nous dit plus loin qu'on est à la pression atmosphérique. Ça veut dire qu'on a de l'eau liquide à une température, inférieure à 0 °C et c'est cette particularité qui s'appelle le phénomène de surfusion. Donc cet état dans lequel l'eau est encore à l'état liquide, malgré une température inférieure à 0 °C, est qualifié de métastable. Ça veut dire que c'est un équilibre, instable en quelque sorte, c'est comme en mécanique. Dès qu'on perturbe un petit peu cet équilibre, eh bien le système va évoluer vers un état d'équilibre stable, comme en mécanique. Et là, la perturbation, elle va être provoquée par un choc. C'est très souvent ça et ce choc-là va provoquer la cristallisation de l'eau et très souvent à partir d'une impureté. Heu, OK, donc la moindre perturbation conduit à une solidification très rapide du liquide. On propose dans cet exercice d'examiner ce phénomène. On supposera que toutes les transformations ont lieu à pression atmosphérique. P est égal à 1,01 bar. Donc là, dans votre tête, ce que ça veut dire, si vous lisez entre les lignes, ça veut dire que la transformation, elle est monobar. Et si elle est monobar, on va pouvoir utiliser le premier principe pour les transformations monobar, c'est-à-dire delta H est égal à QP. En outre, OK, compte tenu de la rapidité avec laquelle l'eau surfondue se solidifie, on considérera les transformations adiabastiques. Ça, souvenez-vous, c'était ce qu'on avait vu dans le chapitre 1. Rigoureusement, les transformations ne sont jamais adiabatiques, mais on peut dans certains cas considérer qu'elles le sont, soit parce qu'elles se déroulent sur des durées,
pas trop importante dans des calorimètres, soit si les transformations sont relativement, brutales, sont relativement rapides. Alors sur l'échelle de temps sur laquelle elles se déroulent, on peut considérer qu'il n'y a pas de transfert thermique avec l'extérieur. C'est ce qu'on considère ici. Première question, déterminer la masse de glace obtenue ainsi que la température finale T2. OK. Donc dans ce cas-là, quand on demande de déterminer une masse, un état final et une température, là ce qu'on va exploiter, c'est le premier principe. Et on a dit que la transformation était monobar, donc on va exploiter le premier principe pour une transformation monobar, c'est-à-dire la relation delta H est égal à QP. Deuxièmement, calculer l'entropie créée au cours de la transformation. OK, donc là on va, cette question elle est intéressante. Là, ce qu'on va faire, on va faire comme on avait vu dans le TD sur le premier principe. On va utiliser le fait que l'entropie est une fonction d'état et que par conséquent, la variation d'entropie ne dépend que des états initial et final et pas du chemin suivi pour passer de cet état initial à l'état final. Par conséquent, ce qu'on va faire, ben, on va choisir le chemin qui conduit de l'état initial à l'état final et on va choisir donc le chemin qui va nous permettre de calculer la variation d'entropie. Et puisqu'on aura la variation d'entropie, on pourra en déduire l'entropie créée, qui sera directement assimilable à la variation d'entropie, parce qu'on nous dit ici que la transformation est adiabatique. Ok, on a dégrossi. Alors, très important de voir le phénomène. Oh là, voilà, ça sera plus intéressant sans le son. Donc là, c'est une bouteille d'eau qui a été placée au congélateur, donc il faut la placer pas trop longtemps, parce que sinon l'eau finit par solidifier. Et vous voyez, il y a un choc, et à un endroit donné, vous voyez la glace petit à petit se former et se répandre jusqu'en bas. Donc ça, c'était le phénomène de surfusion. Enfin, ce qu'on appelle la surfusion, c'était avant, hein, c'était le fait d'avoir de l'eau liquide à une température inférieure à 0 degré Celsius à pression atmosphérique. Allons-y. Donc passons maintenant à la technique. Donc pour cette transformation monobar, on a delta H est égal à QP. Donc ça, c'est le premier principe pour une transformation monobar. Puisqu'on dit que cette transformation peut être considérée comme adiabatique, alors le transfert thermique vaut 0 et finalement il nous reste delta H qui est égal à 0. Sans changer les états initial et final, donc on va considérer la transformation suivante et ici on va faire une hypothèse. On va faire l'hypothèse que à l'issue de la transformation, toute l'eau, donc qui initialement était liquide, toute l'eau va se retrouver sous forme de glace. Donc on avait 20 grammes d'eau liquide et on va faire l'hypothèse que, heu, toute l'eau, donc on va avoir 20 grammes de glace à l'état final à une température T2. Donc on fait cette hypothèse-là. On a ΔH qui est égal à 0 et puisque l'enthalpie est une fonction extensive, l'enthalpie de l'état initial à l'état final, ça va être la variation d'enthalpie pour cette transformation, plus la variation d'enthalpie pour cette transformation, plus la variation d'enthalpie pour cette transformation. Donc sur cette transformation-là, on passe de l'eau liquide à une température de 261 Kelvin à toujours de l'eau liquide, mais à la température du changement d'état. Mais c'est pas encore le changement d'état. Je fais juste une parenthèse. En fait, la clé, c'est toujours de faire apparaître le changement d'état. C'est ça la clé. Le changement d'état, il est ici, là. C'est la deuxième transformation. Donc vous voyez, on prépare en quelque sorte le changement d'état, on amène l'eau liquide à la température du changement d'état, le changement d'état se fait. Donc ici, on a la masse de glace et ensuite on va avoir un refroidissement. Donc ici, on réchauffe l'eau liquide pour l'amener à une température de 0 degré Celsius. Le changement d'état se produit et ensuite on refroidit l'eau. Donc ceci, c'est pas forcément ce qui se passe, mais c'est pas grave. On utilise le fait que l'enthalpie est une fonction d'état, donc on choisit le chemin qu'on veut pour calculer la variation d'enthalpie. On n'a pas besoin que cela se produise effectivement,
Pour pouvoir, faire le calcul, on choisit le chemin qui nous permet de calculer la variation d'enthalpie. Alors ΔH est égal à 0, par conséquent, on a la chose suivante, donc ceci c'est la variation d'enthalpie pour une phase condensée, donc c'est mc fois ΔT, comme pour la variation d'énergie interne pour une phase condensée. Ça c'est la variation d'enthalpie associée au changement d'état, donc ici je mets un moins parce que ce que nous donne l'énoncé c'est l'enthalpie massique de fusion et nous on a une solidification, donc comme c'est un changement d'état opposé, ici je mets le moins. Et enfin, pour la troisième transformation, eh bien, on va avoir la variation d'enthalpie pour une phase condensée. Donc, il va me donner ceci. Ici, une erreur, le CS, il n'est pas en indice. C'est ici la masse d'eau qu'on a, donc la masse de glace, fois la capacité thermique massique de l'eau à l'état solide. Ok, c'est petit cs, mais c'est pas en indice. Fois donc T2 moins T0. Une fois qu'on a posé ceci, on isole ce qui nous intéresse, c'est-à-dire T2, et on va obtenir une température, donc T2 pour l'eau sous forme de glace, qui vaut 411 Kelvin. Et là, il y a une incohérence, puisque si l'eau pardon, est sous forme de glace dans un état stable, alors c'est que forcément, la température finale va être inférieure à 0 degrés Celsius. Elle va être inférieure à 273 Kelvin. C'est pas ce qu'on a. Par conséquent, on rejette notre hypothèse. Et si, à l'issue de la transformation, eh bien, l'eau n'est pas entièrement sous forme de glace, eh bien, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un mélange euh, eau liquide, eau solide. Le chemin qu'on doit alors considérer, c'est le suivant. Donc là, l'état initial est le même. J'amène l'eau à la température du changement d'état, mais l'eau toujours sous la même phase, phase liquide. Et ensuite, le changement d'état se produit et on va avoir une certaine masse de glace, donc à T0, la température du changement d'état, et une certaine masse d'eau à l'état liquide, toujours à T0. J'écris delta H est égal à 0, donc en décomposant, ça me donne ceci. Ok, ça je détaille pas, c'est les mêmes explications que précédemment. J'isole ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la masse de glace, et ça va me donner une masse de glace de 3 grammes. Et là, c'est bien cohérent, puisque la masse totale qu'on en a est de 20 grammes. Donc on trouve bien quelque chose inférieur à 20 grammes, ce qui est bien cohérent. Et la température T2, bah là on voit que l'énoncé est un peu piège, parce que la température T2, bah, c'est la température en fait du changement d'état, puisque toute l'eau n'est pas sous forme de glace à la fin, donc il n'y a pas eu de refroidissement possible. Donc par conséquent, T2, c'est la température du changement d'état, c'est 0 degrés Celsius, autrement dit 273 Kelvin. Et on a une masse d'eau liquide bah, qui est de 20 grammes moins 3 grammes, donc 17 grammes. Dans la question suivante, on nous demande, l'énoncé nous demande de déterminer l'entropie créée au cours de la transformation. Pour déterminer l'entropie créée, c'est toujours la même méthode, c'est la méthode qu'on a mis en place précédemment. Ici, il n'y a pas de détail qui est proposé, donc c'est la méthode que j'ai encadrée en vert à la fin du cours sur le deuxième principe. Donc je vous le rappelle, on commence par déterminer la variation d'entropie, ensuite on détermine l'entropie échangée, et c'est là que si on l'a pas, il faut souvent utiliser, toujours je crois, utiliser le premier principe. Et ensuite, ben, on écrit le terme de création d'entropie, SC qui est égal à delta S moins SE, à partir du deuxième principe. Allons-y. Donc on va réutiliser le chemin qui est le bon, donc delta S va être égal à la variation d'entropie pour cette transformation, plus le delta S pour cette transformation. Ici, le delta S associé, c'est le delta S pour une phase condensée, parce que l'eau est à l'état liquide. Et ici, le delta S associé, c'est le delta S associé à un changement d'état, dont on sait que ça va être égal à delta grand H sur T, sur la température du changement d'état. Donc, ceci, c'est la variation d'entropie pour la phase condensée, pour l'eau liquide. Et ici, ici, je me suis trompé. Kilojoule par kilogramme. Ok.
Oui, ici je me suis trompé, là il me manque le sur T0. OK. Néanmoins, alors l'application numérique, il me semble que l'application numérique doit être juste et si jamais il y a une erreur, je le reprendrai, avec vous. Donc ici il y a une erreur, OK. Ici le delta S associé au changement d'état, c'est bien la masse de glace moins l'enthalpie massique associée à la fusion, divisé par la température de changement d'état, donc ici il faut faire diviser par T0. On fait l'application numérique et il me semble que en prenant en compte le T0, donc qui n'apparaît pas ici, on trouve 7,66 fois 10 puissance moins 2 joules par Kelvin. Pour trouver l'entropie créée, donc Sc est égal à delta S moins Se, d'après le deuxième principe. Et ici, puisqu'on considère la transformation comme étant adiabatique, alors Se vaut 0, donc Sc est égal à delta S. Par conséquent, le terme de création d'entropie vaut 7,66 fois 10 puissance moins 2 joules par Kelvin, ce qui est strictement positif, ce qui signifie que la transformation est irréversible. Et ça, c'est bien cohérent intuitivement, parce que la surfusion pardon, va être provoquée par un choc, c'est-à-dire une transformation brutale, et les transformations brutales, de manière générale, sont associées à des transformations irréversibles, parce que réversible, c'est quasi statique, notamment, plus renversable, et quasi statique, c'est infiniment lent. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, vous me les poserez jeudi, ou si vous êtes très impatient, vous me les envoyez par mail. Au revoir.